La rumeur courait déjà depuis plusieurs semaines, et c'est désormais officiel. Ce 15 janvier 2026, Kathleen Kennedy a décidé de quitter la direction de Lucasfilm pour retourner exclusivement à la production de films, et le passage de flambeau se fait donc pour une coprésidence. Cette coprésidence, pour Lucasfilm donc, sera dirigée par Dave Filoni, qui sera donc président et directeur de la création, aux côtés de Lin-Wen Brennan, qui sera donc coprésidente, elle, plutôt pour la partie business. Déjà l'an dernier, Kathleen Kennedy avait évoqué publiquement et officiellement sa volonté de passer la main prochainement en ce qui concerne la présidence de Lucasfilm, tout en indiquant qu'elle souhaitait rester dans le milieu du cinéma et de produire des films, chose qu'elle va faire, bien entendu, puisque elle sera la productrice du film The Mandalorian and Grogu, qui sortira donc cette année, en mai 2026, et également de Star Wars Starfighter, qui est actuellement toujours en production et qui sortira l'année prochaine, normalement en 2027. C'est une réaction un petit peu à chaud, puisque tout cela a été annoncé il n'y a que quelques minutes seulement. Et si je ne vais pas revenir sur tout le parcours de Kathleen Kennedy, chose que j'avais déjà faite dans un précédent podcast, je vais plutôt me concentrer sur cette nouvelle coprésidence qui sera donc dirigée, on va dire ça comme ça, par Dave Filoni et Lin-Wen Brennan. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Les Échos d'Acto, épisode 7. Puisque nous sommes encore en janvier, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026. Je vous souhaite particulièrement la santé et de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. C'est ça le plus important. Je voudrais ensuite m'excuser, entre guillemets, puisque il est vrai qu'en 2025, vous n'avez eu qu'un seul épisode des Échos d'Acto, l'épisode 6, qui justement parlait de Kathleen Kennedy et des rumeurs de son départ, qui n'étaient du coup il y a un an que des rumeurs. Des excuses tout simplement parce que, comme je le disais, vous n'avez eu qu'un seul épisode, alors qu'en 2024 vous en aviez eu 5, en sachant que le premier épisode avait été fait en milieu d'année. Donc le rythme sur 2025 a été quasiment inexistant avec un seul épisode, donc. Mais voilà, les choses de la vie, on va dire, que ce soit les occupations, la santé, divers projets, dont mon mariage avec Mélodie. Et bien voilà, tout cela m'a pris du temps et j'ai comme principe pour les Échos d'Acto de ne prendre la parole que quand j'ai quelque chose à dire, plus important pour moi n'étant pas forcément de créer un contenu régulier, mais un contenu, on va dire, intéressant, je l'espère, et de ne pas parler pour ne rien dire. C'est l'idée en tout cas. J'avais quand même 2 épisodes supplémentaires de prévus en 2025 que je n'ai pas fait, donc pour les diverses raisons que j'ai évoquées plus tôt, qui était un sujet sur la force et un autre sujet en fin d'année qui devait être sur Ben Solo, notamment sur le film The Hunt for Ben Solo, donc la traque pour Ben Solo. Celui-ci arrivera, je pense, après ce podcast, où il arrivera en tout cas dans l'année, ça c'est sûr. Probablement après ce podcast, ça sera probablement l'épisode 8, même si je ne m'y engage pas pleinement. Mais j'avais très envie de parler de ce projet, et encore plus maintenant que le comics Legacy of Vader a pris fin aux États-Unis, ce jour même d'ailleurs.
Et je pense qu'il y aurait pas mal à en dire, que ce soit pour ce film et ce comics. Mais ça, nous y reviendrons bien en temps voulu. Je voudrais également en profiter pour vous remercier, que ce soit les membres du Discord ou bien tous les MP ou les petits mots que je peux recevoir sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Quentin qui a à plusieurs reprises recommandé ce podcast, ainsi que bien mon compte et celui de Wellstone. Donc vraiment merci Quentin, et merci à toutes les personnes du Discord et à toutes celles donc qui m'ont envoyé des messages. C'est vraiment très gentil, ça me touche beaucoup, d'autant plus avec on va dire ce manque d'activité ou cette activité assez irrégulière concernant les épisodes du podcast. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité des échos d'acto. Place maintenant au sujet d'aujourd'hui, donc le passage de témoin de Kathleen Kennedy bien à Dave Filoni et à Lin-Wen Brennan. Alors, je prends les infos un petit peu en direct en même temps que je fais ce podcast, puisque comme je vous le disais, l'annonce date d'il y a seulement quelques minutes. Je vous propose par exemple de vous lire le communiqué officiel de Lucasfilm, qu'on peut retrouver donc sur le site officiel de Star Wars. Je mettrai le lien en description. Je vais essayer, donc l'article est en anglais, donc je vais essayer de le traduire un petit peu. Je l'ai lu déjà auparavant, mais je vais essayer d'en faire une traduction à peu près potable, correcte. Donc le titre de l'article, tout simplement, c'est Lucasfilm et les studios Walt Disney annoncent une transition de direction. Alors que Kathleen Kennedy quitte la direction de Lucasfilm pour retourner à la production, Dave Filoni dirigera le studio en tant que président et directeur de la création aux côtés de Lin-Wen Brennan en tant que coprésidente. Lucasfilm a annoncé aujourd'hui qu'après 14 ans à la tête du studio, la présidente Kathleen Kennedy quitte ses fonctions. Elle se consacrera désormais à la production à temps plein, notamment au prochain long métrage du studio, The Mandalorian and Grogu et Star Wars Starfighter. Dave Filoni, qui a travaillé en étroite collaboration avec le créateur George Lucas pour développer le département d'animation de Lucasfilm, notamment pour Star Wars The Clone Wars, et qui a contribué au lancement des séries Star Wars en live action, aux côtés de Jon Favreau pour The Mandalorian, prendra la direction créative de l'entreprise en tant que président et directeur de la création. Et Lin-Wen Brennan occupera le poste de coprésidente. Leur étroite collaboration et leurs plus de 30 ans d'expérience cumulée à des postes de direction permettront à Lucasfilm d'entamer un nouveau chapitre de son histoire avec une solide base de vision créative et de leadership opérationnel pour guider le studio. Donc là, nous avons une citation de Dave Filoni dans l'article. « Mon amour pour la narration a été façonné par les films de Kathleen Kennedy et George Lucas. Je n'aurais jamais imaginé avoir le privilège d'apprendre le métier de cinéaste auprès d'eux, » a déclaré Filoni. De Rey à Grogu, Cathy a supervisé le plus grand développement narratif de Star Wars à l'écran jamais vu. Je suis infiniment reconnaissant à Cathy, George, Bob Iger et Alan Bergman pour leur confiance et l'opportunité qui m'est offerte de diriger Lucasfilm dans ce nouveau rôle, un travail que j'aime profondément. Que la force soit avec vous. Nous avons ensuite les déclarations de Lin-Wen Brennan. Lucasfilm a joué un rôle déterminant dans ma vie, a déclaré Brennan. C'est une communauté de conteurs inspirants, dotée d'un esprit rebelle unique en son genre, et je suis honoré de rejoindre Dave Filoni pour la guider vers le futur.
J'ai eu la chance inouïe d'apprendre auprès de George Lucas, Kathleen Kennedy et Alan Bergman, et j'ai une confiance absolue dans la vision créative de Dave pour le prochain chapitre de l'histoire de ce studio légendaire. Filoni a rejoint Lucasfilm en 2005 et a joué un rôle déterminant dans l'orientation créative de l'univers Star Wars. Collaborant étroitement avec George Lucas, il a été essentiel à la création du studio d'animation de la société et a depuis étendu la franchise vers de nouveaux horizons captivants. Ses contributions narratives s'étendent à des séries acclamées telles que Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels et The Mandalorian, lui valant au passage de multiples Emmy Awards et nominations. Filoni est actuellement showrunner d'Ahsoka, dont la 2e saison est en production, et travaille avec Jon Favreau sur le long métrage The Mandalorian and Grogu, dont la sortie en salle est prévue pour le 22 mai 2026. Brennan travaille chez Lucasfilm depuis 1999, ayant débuté sa carrière chez Industrial Light and Magic, donc ILM, où elle a gravi les échelons jusqu'à en devenir la dirigeante en 2009. Elle a été nommée directrice générale de Lucasfilm en 2015 et présidente et directrice générale de Lucasfilm Business en 2024. Durant son mandat, elle a guidé l'entreprise à travers des transformations technologiques majeures grâce à une vision stratégique claire et un engagement indéfectible envers l'innovation. Son leadership dans l'industrie a été reconnu par un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par la Visual Effects Society et par la distinction de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Là, nous avons un petit sous-titre qui nous dit l'héritage du leadership de Kennedy. Le mandat de Kennedy à la tête de Lucasfilm a débuté en 2012 lorsque Disney a racheté la société. Donc là, j'ouvre les guillemets puisque nous avons une citation. Lorsque nous avons acquis Lucasfilm il y a plus de 10 ans, nous savions que nous intégrions à la famille Disney non seulement l'un des univers narratifs les plus appréciés et les plus durables jamais créés, mais aussi une équipe de talents extraordinaires dirigée par une réalisatrice visionnaire choisie personnellement par George Lucas en personne, a déclaré Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company. Nous sommes profondément reconnaissants à Kathleen Kennedy pour son leadership, sa vision et sa gestion exemplaire de ce studio et de cette marque emblématique. Kathleen Kennedy est une figure incontournable de l'industrie cinématographique depuis 50 ans et c'est un privilège pour nous de l'avoir à la tête de Lucasfilm chez Disney pendant près de 14 ans, a ajouté Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment. Elle a propulsé Star Wars vers des sommets au box-office et a conquis une nouvelle génération de fans. Nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés pour produire nos prochains films, et le studio reste entre d'excellentes mains avec Dave Filoni, un conteur hors pair, et Lin-Wen Brennan, une innovatrice et une dirigeante d'entreprise passionnée. Ce sont des cadres expérimentés et engagés qui continueront à faire progresser le studio et Star Wars vers de nouveaux horizons passionnants. Fin de citation, et la nouvelle citation cette fois de Kathleen Kennedy. Lorsque George Lucas m'a proposé de prendre la direction de Lucasfilm à son départ, je n'aurais jamais imaginé ce qui m'attendait, a déclaré Kennedy. Ce fut un véritable privilège de travailler pendant plus de 10 ans aux côtés de talents exceptionnels de Lucasfilm. Leur créativité et leur dévouement ont été une source d'inspiration et je suis profondément fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je suis impatient de poursuivre le développement de films et de séries télévisées avec des collaborateurs de longue date et de nouveaux talents qui incarnent l'avenir de la narration. Fin de citation. Depuis sa nomination à la présidence de Lucasfilm, Kathleen Kennedy a insufflé un nouvel élan à la narration développant les univers Star Wars et Indiana Jones, tout en encourageant des orientations créatives audacieuses et en mettant en lumière de nouveaux talents prometteurs. Elle a supervisé la sortie triomphale de Star Wars The Force Awakens,
premier volet d'une nouvelle trilogie de films sur la saga Skywalker ayant généré plus d'1 milliard de dollars de recettes, ainsi que Rogue One, A Star Wars Story, qui a également dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales et qui aura donné naissance par la suite à la série Andor, récompensée aux Emmy Awards. Elle a également piloté l'incursion de Lucasfilm dans les séries Star Wars en live action, avec notamment 3 saisons de The Mandalorian, ainsi que les séries consacrées Obi-Wan Kenobi, Ahsoka. Alors là, c'est très marrant parce qu'ils mettent « et d'autres ». Moi, je pense à The Book of Boba Fett ou à The Acolyte, mais ils ne les citent pas. Sans oublier des séries animées à succès comme Star Wars The Bad Batch et Star Wars Vision. Il y avait Star Wars Rebels, également de citer un petit peu plus haut dans le paragraphe sur Filoni. Kathleen Kennedy produit actuellement les longs métrages The Mandalorian and Grogu ainsi que Star Wars Starfighter, réalisés par Sean Levy, dont la sortie en salle est prévue respectivement en 2026 et 2027. Alors que Kathleen Kennedy se tourne à nouveau vers la production, élargissant son horizon grâce à de nouvelles collaborations à travers différents genres et plateformes, elle s'appuie sur une carrière remarquable de 50 ans qui fait d'elle une des productrices les plus accomplies de l'histoire du cinéma. Cofondatrice d'Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Frank Marshall, elle a contribué à donner vie à des films emblématiques tels que E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, la trilogie Retour vers le futur, La liste de Schindler, Le sixième sens, et Lincoln. Ce sont plus de 70 films qui ont remporté 25 Oscars parmi plus de 120 nominations et ont généré des milliards de dollars au box-office mondial. Elle a reçu le prestigieux prix Irving Thalberg de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma en 2018 et le Milestone Award de la Producer Guild of America en 2022. Fin de l'article. Alors, que dire de tout ça ? Donc, Kathleen Kennedy, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt dans le podcast, étant donné que j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent, même si c'était il y a 1 an maintenant, bien, je vous invite tout simplement à le réécouter. Voilà. Moi, je vais réagir un petit peu plus à chaud. Si peut-être un dernier mot sur Kathleen Kennedy, c'est tout simplement lui dire merci. Lui dire merci d'avoir fait tout ce qu'elle a fait, d'avoir eu le courage de faire tout ce qu'elle a fait. Tout simplement parce que c'est elle la première présidente après George Lucas. Donc rien que ça, c'est quand même pas simple. Et en plus, c'est la première présidente sous l'ère Disney, ce qui a permis de faire la transition. Et Bob Iger le rappelle bien dans la citation qu'on a lue un peu plus tôt. La nomination de Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm a été faite avant donc le rachat de Lucasfilm par Disney, et c'est le choix de George Lucas. Voilà, et c'était, je crois, peut-être le titre ou le sous-titre de mon podcast d'ailleurs, et ça c'est important de le rappeler. Donc voilà, merci Kathleen Kennedy pour tout ce que vous avez fait à la tête de Lucasfilm et de Star Wars, parce que, mine de rien, il fallait des couilles pour faire ça, si vous me permettez l'expression, même si je ne devrais pas l'employer, parce qu'elle est assez masculiniste et hors de propos, au sens où, bien, très souvent, ce sont ceux qui ont des paires de couilles qui n'ont pas de courage. Eh bien, elle, pour le coup, du courage, elle en a eu. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt au début du podcast, on ne va pas revenir sur la carrière de Kathleen Kennedy, puisque c'était l'objet du précédent épisode. Je vais plutôt revenir à chaud. Donc ça, c'est une chose que normalement je ne fais pas, mais là, l'actualité est assez intéressante et je m'étais déjà fait une idée auparavant assez claire, donc je me permets de réagir à chaud à cette annonce, qui est donc que Lin-Manuel Brennan et Dave Filoni
vont occuper une coprésidence à la tête de Lucasfilm pour s'assurer du futur de Star Wars, mais aussi bien des autres licences comme Indiana Jones. Alors, très longtemps, je me suis dit qu'il serait préférable que la présidence ne soit pas confiée à Dave Filoni, non pas parce que je ne l'aime pas, bien au contraire, je suis un de ses plus grands fans, mais tout simplement parce que je voulais qu'il reste au poste où il était, c'est-à-dire au poste créatif, au poste de chef, un petit peu qui chapeaute le tout, si j'ose dire. Et voilà, qu'il reste au créatif en fait, tout simplement. Je voulais pas qu'on lui mette dans les pattes toute la partie business, toute la partie gestion d'entreprise, parce que c'est ça finalement aussi être président de Lucasfilm, qui pour moi serait venu parasiter justement son talent de conteur. Et je me disais à la limite, voilà, si bien c'est quelque chose qui doit arriver, si un jour il devait devenir président de Lucasfilm, bien j'aurais préféré que ce soit plutôt dans ses vieux jours, la soixantaine ou vers les 70 ans s'il veut continuer jusque là, mais voilà, c'était quelque chose que je voyais, enfin que je voyais ou du moins que j'espérais le concernant pour plus tard. Mais bien là je trouve en fait que Lucasfilm a choisi la meilleure option possible, c'est-à-dire une coprésidence. Et justement, parce que eh bien, Dave Filoni va être vraiment le président de Lucasfilm, j'ai envie de dire d'un point de vue de la philosophie, de la narration, voilà, des grandes histoires à développer. Et toute la partie business va être pour quelqu'un dont c'est le travail, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est vraiment une experte, donc qui est Lin-Wen Brennan. Alors, je ne vais pas mentir, Lin-Wen Brennan, oui, j'en ai déjà entendu parler, ça et là, forcément, quand on s'intéresse un petit peu au monde de Star Wars et de Lucasfilm, et puis quand on s'intéresse un petit peu à ILM, etc., forcément, on a entendu parler de Lin-Wen Brennan, mais ma connaissance sur cette personne s'arrête là. C'est-à-dire que oui, j'ai déjà entendu son nom cité, oui, je l'ai déjà vu quelques fois parler en vidéo, mais vraiment, ça s'arrête là. Dave Filoni, évidemment, on le connaît un peu plus. Évidemment, on lui doit notamment, alors, avec George Lucas, bien entendu, mais on lui doit The Clone Wars, on lui doit Rebels, on lui doit The Bad Batch, on lui doit les Tales of, donc Tales of the Jedi, of the Empire, etc. Et surtout, Dave Filoni, c'est le padawan de George Lucas. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'ADN de George Lucas va rester pour ce qui est de la narration, et ça pour moi c'est vraiment le cœur de la chose. Et d'ailleurs, cette double nomination, cette coprésidence, est pour moi vraiment la meilleure des solutions, outre le fait que ça permette à Filoni en fait de rester à la partie créative, ou créatrice. Eh bien, elle permet aussi de faire monter en grade des gens qui sont au sein de Lucasfilm, des gens qui sont là depuis longtemps en fait, puisque comme l'article le rappelait, Lin-Wen Brennan est arrivé en 1999, donc ça va faire 27 ans maintenant, et Dave Filoni est arrivé en 2005, donc ça va faire 21 ans. Donc on est quand même sur des gens qui ont l'habitude de travailler avec toutes les équipes de Lucasfilm et de Disney, du coup par la même occasion. Et ce sont des gens qui connaissent la maison, ce sont des gens qui connaissent le métier, ce sont des gens qui ont vu la transition se faire également, et ce sont des gens donc qui ont progressé au sein des différents départements de Lucasfilm ou associés, parce que je pense à ILM notamment pour Lin-Wen Brennan. Donc on est des gens vraiment, on est sur des gens qui vraiment gardent l'ADN de George Lucas, et ça me semble vraiment une très très bonne nouvelle, au sens où ce n'est pas quelqu'un qui vient
de l'extérieur qui serait parachuté là, par exemple, par le board de Disney. Donc, à mon sens, ça permet bien à Lucasfilm de garder de l'indépendance un minimum avec Disney, même si, bien entendu, ça reste compliqué. C'est eux qui tiennent les rênes et qui tiennent le chéquier. Voilà, ça garde une indépendance de création, et une force aussi d'avoir deux personnes qui sont là depuis longtemps. Ça reste une force de négociation, une force de discussion bien vis-à-vis de Disney. Donc Disney qui va probablement, donc là c'est Bob Iger le président, on imagine que ça sera Alan Bergman par la suite, et donc c'est Disney qui a le dernier mot. On peut reparler très rapidement du cas donc, de The Hunt for Ben Solo. Le film était prêt, donc le script était rédigé, Adam Driver était très impliqué dedans, on avait le réalisateur, le producteur, etc. Les dates étaient même calées. On peut même imaginer qu'il y a dû y avoir déjà de la pré-production, donc des artworks, etc. Le film avait vraiment tous les feux verts. Dave Filoni a validé l'histoire notamment, Kennedy avait validé aussi. Enfin, tout le monde semblait très excité à l'idée de ce film. Et malheureusement, c'est Disney au dernier moment qui a dit non. Via Alan Bergman et Bob Iger. Donc, le film pour l'instant, c'est un non, mais Kathleen Kennedy ce soir, donc, en même temps que je parle, je regarde un petit peu passer les news, mais Kathleen Kennedy a dit que ce film, même s'il a été refusé, on peut peut-être toujours avoir un peu d'espoir, puisque il suffit simplement que quelqu'un qui ait le courage de mettre un peu les pieds dans le plat et de le faire, puisse faire renaître ce projet. Et c'est là justement avec une coprésidence, avec deux voix expérimentées au sein de Lucasfilm, qu'on peut espérer voir ce nouveau projet arriver, tout simplement, ou du moins être, si j'ose dire, entre guillemets, ressuscité, et ainsi que d'autres projets. Tout simplement parce que comme j'en discutais dans le Discord un petit peu en même temps, une fois que cette question de la présidence de Lucasfilm réglée, ce qui est désormais le cas aujourd'hui, ça peut redéclencher, ça peut redéverrouiller tout un tas de projets qui étaient mis un petit peu en stand-by. On parle du film, notamment de James Mangold sur le premier Jedi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Donc le film sur Ben Solo, comme on l'a dit. Le film ou la série sur Lando. La trilogie de Simon Kinberg, etc. Donc voilà, c'est, comme je le disais, c'est un petit peu, donc pour prendre un peu la métaphore d'un club de foot, forcément, quand un président veut vendre le club et donc passer la présidence à quelqu'un d'autre, ça met en stand-by, ou au ralenti du moins, tout le reste. C'est-à-dire que s'il faut choisir un nouveau coach, il faut attendre le nouveau président pour savoir qui il va choisir, et du coup la cellule de recrutement pour les transferts, elle aussi elle est en stand-by parce qu'elle ne sait pas qui sera le nouveau coach, donc quelle sera la philosophie qu'il veut apporter, etc. Et donc les joueurs également, eux aussi, à savoir qui part, qui reste, qui arrive, là aussi ça fait tout tourner au ralenti, mais une fois que tout cela est réglé, une fois que c'est choisi, ça peut débloquer des choses assez rapidement, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour les futurs films et productions à venir, parce qu'il n'y a pas que les films. Je pense notamment aux films sur Rey. Daisy Ridley s'exprime régulièrement dessus. Donc, j'ai envie de dire, on peut être assez optimiste en fait pour le futur, notamment grâce au fait que ce soit deux personnes de la maison, deux personnes habitués à Lucasfilm et qui portent avec eux un héritage, une expérience de cette entreprise de plus de 20 ans maintenant, que ce soit pour Filoni ou pour Brennan. Donc vraiment à chaud comme ça, et même un peu plus qu'à chaud, parce que comme je le disais
au tout début de podcast, eh bien la rumeur courait déjà depuis un petit moment, bien que le choix se tournait vers une coprésidence avec Filoni au créatif et Brennan au business. Eh bien vraiment pour moi c'est porteur d'espoir. Pour moi c'est le bon choix. C'est le bon choix et surtout j'espère, même si on connaît tous Internet, on connaît tous les réseaux sociaux, eh bien j'espère que au moins Filoni et Brennan auront un petit moment de répit et pourront faire leurs preuves, si tant est qu'il y ait encore besoin qu'ils fassent leurs preuves, même si, à n'en pas douter, bien, je n'ai pas été voir encore, mais j'imagine qu'il y aura des commentaires se réjouissant du départ de Kathleen Kennedy en lui crachant dessus, comme bien ils l'ont fait pendant 14 ans, et bien, ne soyons pas dupes, on sait qu'il y a des détracteurs de Dave Filoni dans une partie bruyante des fans, et je dis bien bruyante des fans, alors que pourtant tous ces gens qui se réclament de George Lucas bien oublient quand même que Filoni c'est quand même son padawan, c'est celui qui l'a formé, et c'est celui qui a la plus grande légitimité dans tout le studio pour, à mon sens, occuper ce poste, et surtout, à mon sens, pour continuer les histoires que George Lucas bien, a commencé à l'époque. Et ce n'est pas tout, puisque, il faut le rappeler, même si j'avais déjà dû le faire dans un épisode précédent, que non seulement d'avoir gagné de l'expérience et d'avoir été, donc comme je le disais, le padawan de George Lucas, eh bien, en quelque sorte, Dave Filoni a également été le padawan de Kathleen Kennedy, puisque c'est elle qui a eu l'idée de le pousser vers le live action, notamment en le mettant, on va dire, à l'entraînement avec Rian Johnson durant le tournage de The Last Jedi, et les deux d'ailleurs sont restés très amis. Et ensuite, avec Jon Favreau, donc les deux hommes se connaissaient déjà auparavant, mais du coup de lui avoir permis de franchir le pas aux côtés de Jon Favreau avec la série The Mandalorian. Et ça, c'était vraiment une très très bonne idée. Et à titre tout à fait personnel, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment un grand fan de George Lucas et de Dave Filoni. Et ce lien, cette filialité qu'il y a entre les deux, pour moi, en termes de narration, en termes de créatif, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à Star Wars. J'espère, avec Filoni, même si je sais bien qu'il en faut pour tout le monde, qu'on aura moins de projets comme la série Andor, ou comme la série The Acolyte. Alors, je vais y revenir dessus un tout petit peu parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait encore en podcast. La série The Acolyte, pour moi, ça reste, comment dire, du Star Wars, mais du mauvais Star Wars. Tout simplement parce que je trouve que la qualité est médiocre. Car si l'amour de Leslie Headland pour Star Wars est indéniable, je pense que cela a trop débordé et que, à mon sens, elle a plus réalisé une fanfiction à très gros budget que réellement avoir écrit une bonne histoire. Je ne sais pas vraiment quel était le public ciblé, je ne sais pas vraiment, malgré tout, quel était l'enjeu, quelle était la visée de cette série. Je ne comprends toujours pas ce qu'elle a voulu raconter, à part nous montrer les pires Jedi de l'histoire de l'ordre, probablement. Voilà, pour moi, rien n'est bon dans ce qu'elle a fait en termes de qualité, que j'ai trouvé, oui, je ne vais pas m'en cacher, que j'ai trouvé médiocre, que ce soit dans l'écriture, les dialogues, bon, la réalisation, ça c'est pas elle directement, mais elle est la showrunneuse, donc elle a la responsabilité, et puis bon, le budget qui a été plus qu'éclaté, hein, comme vous le savez, probablement. Mais ça reste des éléments Star Warsiens, j'ai envie de dire, même si c'est mal écrit, même si c'est mal réalisé, etc. Il y avait quand même quelques bonnes choses à en tirer, il y avait quand même quelques bonnes idées malgré tout, et pour moi c'est plus un gâchis. Concernant la série Andor,
Là encore, je vais pas mentir, je vais être très cash. Je n'ai vu que la saison 1. La saison 1 m'a fortement déplu, au sens où, certes, il y a du talent dans l'écriture, dans les thèmes abordés, on sent que c'est clair, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette série pour moi. Pour moi, ce n'est pas du Star Wars. Pour moi, c'est une très bonne... Enfin, très bonne. C'est une bonne série de science-fiction dans le monde de Star Wars. Pour moi, on est un petit peu, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, comme pour Dune. Même si Dune, là, on est quand même plus sur de la hard SF. Mais pour moi, on est dans de la SF pour bobo. Tout simplement, au sens où vraiment... il y a trop de choses, il y a trop de choses qui vont pas, et j'ai pas envie de faire un podcast sur Andor, mais bon, outre le fait de ne pas respecter certaines choses du lore, certains principes de base, que ce soit de Rogue One, des romans, des comics, etc. Bon, après il a été cash, il a eu carte blanche, il a réussi à négocier ça, donc là je parle de Tony Gilroy, et il avait annoncé très clairement, je ne veux pas faire du space opéra, je ne veux pas faire du Star Wars, je n'ai pas regardé Star Wars, enfin blablabla, voilà. Où il en a regardé un petit peu, mais très vite il comprenait que c'était pas pour lui, enfin voilà, au moins il a été honnête là-dessus, c'est sa vision des choses qu'il voulait faire pour la série, il n'y a pas de souci, je respecte ça, mais pour moi ce n'est pas du Star Wars. Pour moi on n'a pas les piliers de base, pour moi on ne nous montre pas une bonne chose, surtout dans les temps d'aujourd'hui où je pense que bien il faut monter les choses de manière nette et précise, avec vraiment peut-être les choses un peu basiques, mais finalement comme le faisait Un Nouvel Espoir, avec des gentils contre des méchants. Là on est dans le gris en fait, on est dans le gris. Alors oui, il y a un message antifasciste, etc. Mais on est sur une représentation de la Révolution qui est très bourgeoise. Je pense qu'il... Voilà. C'était pas la bonne personne pour raconter ça. Il n'y a également pas les éléments qui nous étaient promis sur la saison 1, à savoir de l'espionnage, à savoir... C'est ce qu'il avait dit aussi, une histoire d'immigration. Ça, je suis désolé, mais on le retrouve pas vraiment. Et je trouve tous les personnages assez... moralement douteux. Alors oui, c'est probablement ce qu'il voulait nous montrer. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, que ce soit sur le fond ou la forme sur Andor. Et pourquoi je n'ai pas regardé la saison 2, là c'est tout à fait personnel. Ce n'est même pas parce que je n'ai pas aimé la saison 1, très clairement. Généralement quand je commence quelque chose, je le termine. Mais il se trouve que entre la saison 1, la fin de la saison 1 et la sortie de la saison 2, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup déplu dans la manière dont a été gérée la série et les personnes qui ont géré la série. Alors, le plus important pour moi dans ce boycott finalement que j'ai fait, ça a été... Là encore, malheureusement, ce sont des rumeurs qui ont été assez étouffées. Tony Gilroy est quelqu'un d'assez puissant, mine de rien, au sein d'Hollywood. Et, comment dire ça, en prenant des pincettes, bien entendu. Bon, déjà, il avait obtenu carte blanche pour raconter ce qu'il veut, un petit peu en se foutant du canon. Même si dans la saison 2, je pense qu'il a eu quand même quelques obligations de devoir faire des liens. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a choqué et ce qui fait que je n'ai pas voulu regarder cette saison 2, ce sont donc les accusations envers Tony Gilroy d'avoir violé une jeune femme en Grande-Bretagne. Donc ça devait être après Rogue One, pardon. J'allais dire après la saison 1 d'Andor, mais non, après Rogue One. D'ailleurs, Rogue One, où je trouve qu'on lui attribue beaucoup le mérite du film, alors qu'au final, il n'y est quand même
pas pour grand chose, ce n'est pas son projet de base, ce n'est pas lui qui l'a réalisé, ce n'est pas lui le scénariste, lui il est arrivé qu'après et il a fait des réécritures. Donc voilà, je trouve qu'on lui attribue beaucoup trop de mérite pour Rogue One. Et je trouve que la série Andor a complètement dénaturé Rogue One et pas dans le bon sens. Et ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas vu la saison 2 d'Andor, disons qu'on m'a tenu au courant des événements qui s'y passent. Mais voilà, vous comprendrez que j'ai refusé de regarder la saison 2 d'Andor suite donc à ces révélations sur Tony Gilroy. C'est un choix personnel, je comprends qu'on puisse la regarder. Bien entendu, il est présumé innocent. On sait très peu de choses sur l'affaire, puisqu'on ne sait toujours pas où ça en est. Il y a très très peu de sources. Moi-même, quand j'ai voulu retrouver les articles que j'avais lus dessus, je n'ai pas réussi à les retrouver. Et la deuxième chose, qui m'a fait également, entre guillemets, boycotter, excusez-moi, qui m'a fait boycotter donc cette saison 2, c'est également avec qui Tony Gilroy s'est entouré, à savoir, que ce soit sur les réalisateurs ou les co-scénaristes, ce sont tous de vieux hommes blancs, de plus de 50 ans, et je trouve que ça manque cruellement de diversité, et je trouve que voilà, c'est pas un bon signal à envoyer, mais encore une fois, Tony Gilroy est quelqu'un de puissant au sein d'Hollywood, même si il veut faire croire qu'il est aux côtés on va dire des plus petits. C'est quelqu'un un peu comme Leslie Headland qui peut obtenir des choses et ça c'est un procédé que je n'aime pas. Concernant Andor en lui-même, donc je vous ai déjà un petit peu expliqué, donc le non-respect du lore, l'écriture qui je ne trouve pas, non pas qu'elle soit pas bonne, mais que je ne trouve pas appropriée pour du Star Wars. Alors je sais que beaucoup se sont plaints de la lenteur, par exemple, etc. Alors oui, je me suis fait chier, mais c'est pas à cause de la lenteur, je me suis fait chier tout simplement à cause de ce que ça racontait, et puis des différentes incohérences qu'il pouvait y avoir. Voilà un petit peu en gros pour les cas des Acolytes et des saisons 1 et 2 d'Andor. Voilà, ça me permet de faire le point là-dessus, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Maintenant, vous savez, on peut tourner la page de ces deux dossiers. Et donc, pour revenir à Brennan et Filoni, surtout Filoni, puisque donc, comme je vous le disais, Brennan, je la connais très peu, et elle va plus gérer la partie business, donc ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est un sujet que je pense beaucoup nous ne maîtrisons pas et que beaucoup nous oublions, notamment chez les fans, bien que ça reste une entreprise qui doit être rentable, chose qui n'était plus d'ailleurs un petit peu avant la vente de George Lucas à Disney. C'est aussi pour ça qu'il fait le choix de vendre, c'est pour pouvoir transmettre de son vivant et que l'entreprise ne coule pas. Donc voilà, pour la partie business, Brennan s'en occupe, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un de la maison. Moi j'ai pleine confiance en elle pour prendre la suite de Kathleen Kennedy, qui elle a dû gérer ça, et franchement bravo encore une fois pour tout ce qu'elle a fait. Et donc je me réjouis de la nomination donc en tant que président également de Dave Filoni, puisque je pense que il est l'héritier légitime de George Lucas. Il est celui qui saura le mieux transmettre pour moi l'ADN de Star Wars, l'ADN dont on a besoin, pas forcément celui que vous voulez, mais celui dont on a besoin pour ce qui est de Star Wars, et qui nous évitera peut-être de retomber, encore une fois, c'est une appréciation personnelle, dans ce que moi j'appelle l'âge sombre du Legends, où vraiment on était sur du Star Wars pour adultes, avec alors pas que, bien entendu, mais avec certaines œuvres qui pour moi n'étaient pas dans l'esprit, et Andor d'ailleurs m'a beaucoup rappelé cette époque du Legends, et je pense que ce qui fait que Star Wars est universel, c'est justement le fait que ce soit pour des jeunes personnes
c'est aussi ça qui fait que Star Wars me touche, c'est que Star Wars, ce Star Wars là en tout cas, celui de Lucas, celui de Filoni, c'est le Star Wars qui fait battre mon cœur, c'est le Star Wars qui fait vivre l'enfant en moi en fait. Et ça c'est très important parce que c'est le Star Wars qui ne me trahit jamais finalement. Alors que justement le Star Wars de l'époque du Legends, qui va être plus noir, plus mature, plus adulte, alors je déteste ce terme parce que c'est très très péjoratif, mais ce Star Wars qui n'est pas universel en fait, je pense que ce n'est pas ça l'esprit, et je pense que ce n'est pas ça le message qu'il faut faire passer actuellement. Voilà, donc pour résumer, parce que finalement, quand on réfléchit un petit peu, il n'y a pas tant de choses que ça à en dire. La nomination d'une coprésidence, donc avec Brennan au business, Filoni au créatif, eh bien pour moi c'est une très très bonne nouvelle. On peut espérer de ce fait que maintenant que le passage de témoin pour la présidence est réglé, eh bien que tout se débloque un petit peu concernant les projets qui étaient en cours ou en stand-by. Et voilà, on va attendre un petit peu les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines pour voir un petit peu ce qui est annoncé. Personnellement, j'ai très très hâte à la série animée sur Dark Maul. J'ai très 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 hâte au film The Mandalorian and Grogu. J'ai très hâte de pouvoir vous parler aussi bien des comics et des livres, puisqu'en ce moment, donc en termes de lecture, en termes de romans, je suis sur Master of Evil de Christopher Adams, donc qui avait déjà fait Shadows of the Sith, dont je vous ai beaucoup parlé. Et donc le comics sur Kylo Ren, donc qui s'appelle Legacy of Vader, le tome 1 est sorti en France. Le comics s'est conclu avec l'issue 12 aux États-Unis ce jour même, du moins hier pour vous. Et sans vous spoiler le contenu de quoi que ce soit, même si on n'en sait pas plus, ben, on peut se douter que ça va pas s'arrêter là et qu'une nouvelle série sur Kylo Ren prendra la suite au vu de ce qui est en dernière page. Et on va attendre un petit peu des nouvelles de Charles Soule pour voir un petit peu s'il nous annonce tout de suite quelque chose de nouveau ou si ça va attendre quelques semaines. Mais voilà, en ce qui concerne les romans et les comics. Et puis voilà, on va prendre notre mal en patience pour ce qui est du contenu et vivement The Mandalorian and Grogu, vivement la série sur Dark Maul. Et bien bon courage et bonne chance à Brennan et Filoni pour cette coprésidence. Et bien entendu, j'emmerde tous ceux qui crachent et qui chient sur Filoni, je vous chie à la gueule également. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Que dire de plus ? Bonne année 2026, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Je pense que le prochain épisode sera donc celui concernant Ben Solo. Celui sur la Force, j'ai encore beaucoup de choses à rédiger, mais il y aura de quoi faire, donc il arrivera, je pense, plus tard en 2026. Hein, nous ne sommes qu'en janvier. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt, j'espère, mais bien comme vous l'avez vu l'an dernier, je ne fais pas trop de promesses là-dessus, mais je pense quand même essayer de revenir prochainement, donc à très bientôt j'espère. Et je dédie ce podcast à mon ami Loïs, qui nous a quittés malheureusement il y a 7 ans aujourd'hui, putain de cancer. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivement la saison 2 d'Ahsoka. Je vous dis à très bientôt. Ciao.